Bonjour les fans de tech sur YouTube et Patreon, c'est les replays tech. Aujourd'hui, on va parler de quelques points très importants. Évidemment, le Ramageddon qui fait que même Apple a craqué et c'est la hausse de prix générale, sauf pour ces trois petits produits que sont l'iPhone, les AirPods et l'Apple Watch qui ont été protégés. Peut-être que les autres produits qui ont pris entre 100 et 700 euros ont encaissé pour eux. On parlera aussi de bonnes et de mauvaises nouvelles du côté de notre chouchou Framework. Et enfin, on parlera presque de bonnes nouvelles du côté de chez Microsoft. Mais si, ils tentent. Et enfin, pas d'une bonne nouvelle, mais est-ce que ça aurait été une bonne nouvelle si un jour Apple avait absorbé Disney? C'est une petite confidence d'un ancien PDG de chez Disney qui ouvre beaucoup de «et si». Et si on commençait le visionnage? On va commencer par une news un peu triste, mais au moins on en aura parlé, puis c'est comme ça. Si vous ne le connaissez pas, Malik était un des observateurs les plus réputés du monde de la tech. Il était là du temps de la blogosphère, pour vous donner une idée quand même, le bonhomme. Il était là du temps de la blogosphère et malheureusement, il nous quitte à l'âge de 60 ans pour des ennuis de santé contre lesquels il a lutté pendant des années apparemment discrètement. Et donc beaucoup de gens, moi le premier, n'étaient pas du tout au courant que ça n'allait pas. Mais pour les gens qui ne savent pas qui il est, vraiment, Malik faisait partie du paysage de la Silicon Valley, c'est-à-dire quelqu'un qui observait la Silicon Valley, qui chroniquait la Silicon Valley, qui écrivait dessus, quelqu'un qui était évidemment à pied de la blogosphère à l'époque des blogs, dès les années 2000, on va dire. Et c'était une voix qui était encore très très écoutée, très influente dans ce milieu-là, et qui est partie malheureusement. Bref, voilà pour lui. RIP Malik. Maintenant, on va parler de la tech en elle-même. Et aujourd'hui, dans la tech, on va parler de choses qui se réduisent et de choses qui augmentent. Voilà, les choses qui augmentent, je pense que vous savez déjà d'avance de quoi je vais parler. Mais aussi des choses qui rétrécissent et qui baissent un petit peu. Et en plus, c'est plutôt sympa, c'est la pure innovation. Ici, on va parler de chez IBM qui a lancé la première structure de gravure de puce à moins de 1 nanomètre. On parle de 0,7 nanomètres, mais on est vraiment plus très très loin. Donc c'est complètement délirant. On est sur l'épaisseur de 3 atomes à peu près à ce niveau de finesse de gravure. Alors c'est plus compliqué que juste dire c'est gravé finement parce qu'il y a aussi un empilement vertical de chipsets. Mais en gros, l'idée ici, c'est que sur la puce que vous voyez, enfin sur une puce typique, ce type de densité vous donnerait pour la taille à peu près d'un ongle de pouce 100 milliards de transistors. Et on va bientôt passer à l'ère des angstroms, qui sont les nouvelles unités de mesure. Donc là, on est sur une gravure de 7 angstroms. Encore une fois, l'idée de finesse de gravure ne veut plus trop dire grand-chose ces dernières années, on va pas se mentir. Pendant longtemps, c'était un peu le nouveau mégahertz, hein, donc avant, c'était plus c'est rapide, mieux c'est. Ensuite, c'est plus c'est fin, mieux c'est. Et on s'est rendu compte qu'entre Samsung et TSMC, IBM et Intel, les notions de finesse de gravure n'avaient plus grand-chose à voir. Et 14 nanomètres chez l'un, c'était pas 14 nanomètres chez l'autre et tout. Mais bon, c'était devenu un truc qui était presque technologico-marketing. Et Gant qui dit ça se prononce angstrom. Pardon, je suis chimiste. Eh ben, merci beaucoup à toi. On va le dire bien. Angstrom. Ah, la grosse Lulu aussi qui est en mode ah, je vois tout. Ah là 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 là. Regardez-moi les gatekeepers de la chimie. Hein, ça va les chimios et les chimias? Hein? Egorn, la grosse Lulu, nérovingien. Peut-être que Egan, ça se prononce Eghorn et que l'autre, c'est la grosse Lulu. Nérovingien. Voilà. Bon, on va dire angstrom. 7 angstroms d'épaisseur, si j'ai bien compris, c'est 3 atomes. Voilà, à peu près 3 atomes. C'est un délire. Il y avait une très très bonne vidéo de Marquis Brownlee sur le vertige qui était la finesse de gravure aujourd'hui. On ne se rendait pas compte, encore une fois, de ce que représentait une finesse de gravure à 3 nanomètres par rapport à une finesse de gravure à 14 nanomètres. Mais on est des trucs genre, ce qui était pour vous un building avant, bah, désormais fait la taille de votre main, quoi, voilà, globalement. Et c'est vrai qu'on est habitué à des finesses toujours plus pétées. Là, évidemment, comme d'habitude, on a un gain de rapidité, parce que la densité, la distance entre les puces est encore plus réduite qu'avant. Et puis, on a aussi un gain de consommation et de chauffe. On parle de 70% de rapidité de plus et 50% de chauffe et de consommation énergétique en moins. Et donc, évidemment, tous nos amis, les data centers et les hyperscalers, regardent évidemment ce genre de choses en avance. Chez IBM, évidemment, on ne produit pas de puces. L'idée ici, c'est de venir trouver des notes de fabrication et de gravure de puces avec des nouvelles technologies. C'est toujours un petit peu fou, je trouve, mais voilà quoi.
Euh, un angstrom, c'est 10 fois 10. Ah, c'est bon, Egan, tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Je vais juste dire que c'est tout petit, moi. Moi, dans mon langage d'homme du peuple, parce que je suis pas chimiste et que j'étais nul en physique-chimie. J'étais nul, c'était très vexant. J'étais vraiment nul en physique et en chimie. Et vraiment, c'est un truc qui m'a un peu traumatisé. Euh, Voilà. En gros, un angstrom, c'est 10 fois plus petit qu'un nanomètre. Oui, c'est ce que je disais. C'est qu'en gros, quand on passe maintenant à 0,7 nanomètres, en fait, on parle de 7 angstroms en termes de finesse de gravure globalement. Voilà. Mais bah, regardez là sur une échelle de 20 nanomètres, puis sur une échelle de 10 nanomètres, déjà, entre 20 nanomètres et 10 nanomètres, déjà, on est sur. C'est délirant les niveaux de zoom qu'on a, quoi. Voilà, je trouve ça un peu fou quand même. Ionis qui dit un angstrom, c'est pour la taille typique d'un atome hydrogène, donc pour éviter que les atomes se chevauchent. Ok. Je trouve ça très stylé, moi. Ah voilà. Est-ce que vous voulez commencer à rentrer un petit peu dans les effets d'échelle, ce que c'est? Voilà. Hop. Une balle de tennis par rapport à un grain de sable. Un grain de sable par rapport à une cellule. Voilà. La cellule par rapport à une bactérie ou un virus. La bactérie par rapport à une petite branche d'ADN. Voilà. L'ADN, vous voyez, là, on est sur les finesses de gravure à 3 nanomètres. Là, on est sur de l'ADN humain. Là, on est sur des finesses de gravure à 2 nanomètres. Là, on est sur du subnanomètre. Et là, on est sur de l'atome. Et voilà, donc vous voyez, on est quasiment en termes de hauteur, on est à peu près à la hauteur d'un atome. C'est complètement pété quand même. Je trouve ça fou. On n'arrivera pas tout de suite, évidemment, à graver ça pour vos futurs smartphones et vos futures montres. On est sur évidemment des niveaux de coût complètement délirants. Donc j'imagine que ce sera pour des supercalculateurs, de la gravure de puces, je sais pas, pour des ordinateurs quantiques, même si encore une fois les ordinateurs quantiques c'est pas le même délire. Mais évidemment, beaucoup de gens pensent plutôt à caler un maximum de petits TPU et de petites puces pour de l'inférence et autres dans des data centers toujours plus rentables. Madin qui dit bonjour, j'arrive, ça parle d'angstrom. C'est cool ça. Je pense que Madin c'est le genre de personne qui sait qu'on dit angstrom et pas angstrom. Et ça refroidit mieux aussi. Ah bah de toute façon, lorsque vous avez une taille aussi ridicule pour exécuter une instruction équivalente, évidemment, ça consomme évidemment moins. Voilà pour les innovations de chez IBM et c'est impressionnant. Je vous mets le lien dans le chat. On va enchaîner avec de Apple et pas l'Apple, l'actu Apple dont vous parlez tout de suite, mais plutôt un point qui est assez intéressant puisque on a une grosse interview dans le Financial Times de Bob Iger. Donc Bob Iger, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est le boss de chez Disney. Et Bob Iger revient sur des histoires un peu secrètes de Disney, notamment comment Disney a failli racheter Twitter, parce que Disney pensait que Twitter pourrait être une plateforme de distribution pour le contenu de Disney, à un moment. Heureusement qu'ils n'ont pas racheté Disney, on va pas se mentir. Et aussi, comment Disney aurait pu fusionner avec Apple. Et je vous avoue que j'étais le premier à penser que Disney allait fusionner avec Apple. Je vous rappelle, je vous raconte souvent l'histoire. Oui, Xbox, pardon. Xbox, pardon. Euh, je vous rappelle souvent que à l'histoire, il y avait une petite rencontre. C'était la rencontre entre un petit studio, enfin même pas, c'était la rencontre entre un département artistique qui faisait des démos technologiques et une start-up un peu naze qui essaie de vendre un OS et des ordinateurs. Bonjour Marie-Cécile, merci à toi pour le 22e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Et je vous rappelle du coup qu'à l'époque, un mec qui s'était fait jeter de sa boîte parce qu'il était insupportable, qui s'appelait Steve Jobs, avait monté Next et que Next essayait de vendre des ordinateurs nouvelle génération avec un OS nouvelle génération. Il s'avère que Next, d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, je pense que c'est une de mes lectures de cet été. Next, c'est une entreprise qui a fait des choses assez intéressantes, mais qui globalement n'a pas vraiment fonctionné et surtout pas, n'a jamais atteint l'échelle d'Apple, évidemment, aux grandes dames de Steve Jobs qui voulait que Next soit un peu sa revenge story après s'être fait dégager d'Apple par le boss, le PDG d'Apple que lui-même avait engagé. Bref. Mais bon, il s'avère que Next faisait des ordinateurs, des stations de travail nouvelle génération, et que pour en faire la démo, ils avaient trouvé deux gars qui faisaient de la 3D et qui adoraient faire la 3D, puis qui en plus avaient un peu des âmes d'artistes, quoi. Voilà. Et ces mecs-là, ils ont fait des petits courts-métrages en 3D pour faire la démo des machines Next, voilà, comme par exemple un vieux monsieur qui joue aux échecs.
Et il s'avère que les démos de Pixar commençaient à prendre de l'ampleur à tel point qu'un jour, bien les courts-métrages de Pixar ont été publiés et que l'un d'eux remporta un Oscar. Voilà. Le reste, évidemment, c'est l'histoire que connaissez tous et toutes. Dès les années 90, Steve Jobs a eu le flair, dans l'échec de Next, de voir que Pixar, il y avait un vrai truc. Il a donné à ses deux cofondateurs, évidemment, les coups des franges pour faire le premier long métrage de Pixar, qui était évidemment Toy Story. Et quand Toy Story est sorti, eh bien, le game a changé. Dans une époque où Disney régnait en maître sur une animation 2D, mais une animation qui elle-même était moribonde. Je vous rappelle que le plus gros âge d'or de Disney, ça a été très certainement Le Roi Lion en 94, si je ne m'abuse. Dites-moi, hein, je crois que c'est Aladdin 93, Le Roi Lion 94. Puis ensuite, on est rentré dans un âge où ça marchait un peu moins bien, donc avec tous les Tarzans et autres. Euh, et ben, surtout, en fait, Toy Story a mis une claque à absolument tout le monde. Tout le monde. Et Pixar, en fait, a changé le game des films d'animation. Puisque du jour au lendemain, les gens voulaient voir de l'animation 3D et l'animation 2D qui était techniquement un peu, qui avait pris un coup de vieux, et les techniques en fait de storytelling de Disney et des studios concurrents qui étaient très connus maintenant, avaient pris un coup de vieux. Voilà, les adaptations d'univers connus avec toujours un peu les mêmes ressorts, d'ailleurs même les animations et les routines un peu recyclées, ça avait commencé à peser sur Disney. Et Toy Story est arrivé, scénario nouveau, personnages nouveaux, manière de raconter choses nouvelles, ciblage plus adulte, nouveau, bref, voilà. Si bien que, évidemment, je vous rappelle que c'est Disney, eh bien, qui, salut Batman, salut tout le monde. C'est Disney qui a distribué le premier film de Pixar, Toy Story. Et après, évidemment, Toy Story 2, Mille et une pattes, etc., etc. Et en fait, Pixar était devenu le studio, je vous rappelle, le plus rentable d'Hollywood, toutes catégories confondues. C'est-à-dire que chaque fois que Pixar sortait un film, en fait, le coût de production du film, même quand c'était un film comme Toy Story 2 qui avait été repris de zéro, par rapport à ses recettes, c'était n'importe quoi. Et bon, voilà, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire des films Pixar, mais vous savez que Pixar a redéfini un standard, en tout cas en termes de technicité, en termes de storytelling pour des films dits tout public. Voilà. Bref, pendant ce temps-là, je vous rappelle que Apple bat de l'aile. Et donc, Steve Jobs, il touche un jackpot de fou. C'est que Steve Jobs est rappelé par Apple pour reprendre les rênes d'Apple fin des années 90, donc en 98. Effectivement, comme le dit Madingue, NextOS, qui était donc l'OS nouvelle génération de Next, va devenir macOS. Et Steve Jobs reprend évidemment tout cela. Et puis ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, eh ben, dans la première partie des années 2000, euh, Pixar est en rapport de force monstrueux avec Disney. C'est que Disney est le distributeur de Pixar, mais que les films de Pixar sont les plus rentables, les films les plus rentables d'animation du monde entier. Pixar a redéfini un nouveau standard et que les premières tentatives de Disney pour faire de l'animation 3D se soldent par des échecs. La Reine des Neiges, c'est pas arrivé tout de suite chez Disney, hein. Et donc en fait, Pixar est dans un rapport de force qui est absolument monstrueux avec Disney, au point que du coup, même si Disney est le géant de l'animation et le distributeur de Pixar, les gens qui dirigent en fait, les gens qui dominent chez Disney, c'est les gens de chez Pixar. Et donc, c'est Steve Jobs. Et ce qui est intéressant, c'est que Steve Jobs, en 2006, il va vendre Pixar à Disney. Mais quand Steve Jobs vend Pixar à Disney, parce qu'il a d'autres choses à s'occuper, genre au hasard l'iPod et bientôt l'iPhone, il devient lui-même le plus gros actionnaire individuel de Disney. Je crois qu'il a quelque chose comme 13%, un délire. Et ça, c'était le Disney juste avant c'était le Disney qui était en train de commencer à faire des acquisitions à tout va. Donc, je me rappelle qu'à ce moment-là, le Marvel Cinematic Universe n'était pas vraiment mis en place, hein, parce que à part deux, trois films comme Hulk, je crois que c'est plutôt Iron Man en 2008 qui a lancé vraiment le Cinematic Universe, et on n'avait pas encore acheté Lucasfilm et tout et tout. Et donc, il y avait des, même moi, j'en parlais à l'époque, il y avait des rumeurs sur le fait que, en fait, le vrai boss de Disney pendant un moment, c'était peut-être Steve Jobs, qui, en contrôlant Pixar et en étant le plus gros actionnaire individuel, en fait, était vraiment très puissant, et il avait eu potentiellement à la tête du PDG de l'époque de Disney. Il s'avère que il y a eu des discussions, il y a eu des vraies discussions pour que Apple et Disney fusionnent. Des discussions qui finalement n'ont pas été assez loin, parce que Bob Iger le dit lui-même dans cette interview au Financial Times reprise par The Verge. En fait, ils se sont rendus compte dès le début des discussions que Apple n'avait pas trop la tête à ça, ils avaient un peu la tête ailleurs. Ce qui est assez drôle, puisque ensuite Apple, on sait qu'Apple a couru après d'autres géants du contenu pour eux-mêmes développer une plateforme de contenu.
et qu'aujourd'hui, bah, Apple TV+ n'est pas au niveau de Disney+ ou de Netflix. Et sauf qu'en 2006, personne n'imaginait que les plateformes de streaming des SVOD allaient prendre une telle ampleur qu'elles ont aujourd'hui. Il a vraiment fallu attendre le début des années 2000 pour que Netflix commence à venir tout exploser doucement, et la fin des années 2000 pour que Disney+ vraiment consacre, on va dire, le secteur, et après évidemment Prime Video et Apple TV+. Mais du coup, dans l'idée, effectivement, cette interview de Bob Iger a redéclenché chez tout le monde des «et si? Et si?» Puisque moi, je pensais à un moment que Steve Jobs allait devenir le PDG de Disney, littéralement. Je pensais vraiment qu'il allait avoir double casquette, PDG d'Apple, PDG Disney, et qu'il allait prendre le pouvoir, sachant que Steve Jobs a toujours été intéressé par une partie contenu aussi. Donc il y avait une possibilité. Bon, je pense qu'il était un peu trop occupé à s'occuper de l'objet technologique le plus célèbre de l'histoire. Mais moi, j'y croyais. Je me suis dit, avec l'ego qu'il a et le fait que tout ce qu'il touche, c'est de l'or. Je vous rappelle que là, on est en 2006, hein, et en 2006, vous dites Steve Jobs, c'est le retour du Mac, c'est l'iPod, c'est Pixar, et on n'avait même pas commencé à parler de l'iPhone. Donc, c'était vraiment le mec, c'était Midas, quoi. Et ça s'est pas fait. Voilà, ça s'est pas fait. Mais quel serait le paysage aujourd'hui si Apple avait racheté Disney? Sachant que je vous rappelle aussi qu'Apple n'était pas un producteur de contenu, mais était déjà une des plus grosses plateformes de contenu au monde grâce à iTunes. Donc je vous rappelle qu'iTunes à l'époque, c'est ridicule en termes de taille par rapport à l'App Store aujourd'hui, mais iTunes à l'époque était vraiment l'épouvantail qui avait retourné la tronche de l'industrie musicale à eux tout seul, puisque l'industrie musicale n'avait toujours pas compris la révolution de la dématérialisation. Ils étaient en train de se battre contre les plateformes de piratage et de peer-to-peer en vain. Et Steve Jobs est arrivé avec iTunes, et dans un monde de détresse, les majors de la musique avait dit go-go à Steve Jobs pour mettre des morceaux. C'est lui qui avait imposé les morceaux à 99 cents sur l'iTunes, qui avait du coup signé le début tonitruant de l'iTunes Store, et un moment de somme énorme pour les majors du disque qui n'auraient jamais, en fait, avec le recul, vendu leur titre à 99 centimes pièce. Et on a su aussi qu'après, eh bien, les majors du cinéma et de la télé étaient très réticentes pour discuter avec Apple. Et je vous rappelle que notamment, une des autres lubies de Steve Jobs, c'était de prendre le contrôle de la télé. C'était vraiment. Donc on vous rappelle que Steve Jobs l'avait dit dans sa biographie que le dernier truc qu'il avait un peu craqué, la dernière industrie dont il avait un peu craqué le code, c'était la télé. Donc il y avait des grandes rumeurs d'une Apple télé, mais peut-être que ça aurait été une télé ou un boîtier. Il y avait déjà le boîtier à l'époque, mais on pensait que ce serait du coup une télé entière, nouvelle technologie, et aussi des programmes. Donc il y avait des vraies possibilités là-dessus. À un moment où, encore une fois, je vous rappelle que Apple était fasciné, en tout cas, à l'industrie de la culture, et faisait très peur à l'industrie de la culture, vu comme elle avait un peu tordu le bras à l'industrie de la musique. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup de choses. Est-ce que, à l'époque aussi, Apple aurait eu, je sais pas comment vous dire, l'expérience pour mener à bien la digestion de Disney? Et quand je parle de Disney, je parle de Disney, de tous les univers de Disney, hein, donc National Geographic, ESPN, Marvel, ensuite Star Wars, Disney Animation, Pixar, Disney, les séries télé aussi, hein, qui sont moins connues en France, mais aux États-Unis, les Hannah Montana, la High School Musical, c'est une industrie entière, hein, c'est le Club Dorothée puissance 1000. Donc, j'en suis pas sûr, puisqu'on sait aussi que même Apple, quand ils ont lancé Apple TV+, ils ont mis beaucoup de temps un peu à trouver leur groove et à sortir des bonnes séries télé, et ils ont été assez maladroits au début. Peut-être que ça aurait été une très mauvaise acquisition. Aussi, et je le pense, il y aurait eu des gros problèmes en termes aussi de régulation, puisque même si Apple n'était pas du tout un géant du contenu, puisque ce n'était qu'une plateforme et un géant de la tech, un rachat Disney aurait été possible, voilà, parce que c'est pas deux groupes d'une même industrie qui s'unissent pour avoir un monopole, mais qu'après, est-ce qu'ils auraient été capables de racheter sans que la FCC lève le sourcil des Fox, des ESPN, des Marvel, etc. Pas sûr. Bref, c'est une très bonne interview. Si vous voulez vous dire et si, voilà, qu'est-ce que ça aurait donné si Disney avait racheté Twitter avant Elon Musk? Qu'est-ce que ça aurait donné si Apple et Disney avaient fusionné? Moi, c'est évidemment le genre de truc qui m'obsède et qui me passionne un peu, parce que tu pars dans des simulations potentielles et tu projettes, et ça aurait été un peu fou. Maintenant, on va parler d'Apple, mais on va dire Apple de manière beaucoup plus réelle, hein. Apple de manière beaucoup plus classique. Et donc, je vous l'avais dit, eh bien, Apple avait annoncé via son PDG Tim Cook
qu'il y allait avoir des hausses de prix. Je vous rappelle qu'il y avait des grandes histoires aussi, comme je vous l'avais dit, du fait que Apple protégeait absolument envers et contre tout le prix de l'iPhone, qui, je vous rappelle, est un téléphone qui n'a pas augmenté depuis bientôt 10 ans maintenant, ce qui est évidemment un fait assez unique dans l'industrie, hein. Donc je vous rappelle, l'iPhone 10 coûtait 999 $, l'iPhone 17 Pro coûte 999 $, ce qui est un exploit, je pense, là-dessus. Mais encore une fois, c'est ce qui fait l'attrait d'Apple. Ça a toujours été une forme de une stabilité relative de leur prix, on va dire. Voilà, leur prix ne bouge pas trop. Et après, bah, évidemment, on peut aller chez les revendeurs pour avoir des promos. Mais les prix d'Apple font presque partie du design produit. Il y a une forme de stabilité. Voilà, vous avez votre MacBook Air autour des 1 200 €, votre iPhone Pro autour des 1 200 €, vous avez votre MacBook Pro, votre iPhone Pro, MacBook Pro autour de 2 500 €. Enfin, il y a des trucs qui changent pas trop, quoi. Et comme tous les fabricants sont en souffrance, Apple avait dit qu'ils avaient essayé de négocier en avance. Apple, encore une fois, se permettait d'avoir des slots de réservation et des niveaux de prix qui leur ont permis de tenir plus longtemps que les autres. Mais Apple, évidemment, a craqué avec une interview, je vous rappelle, il y a 2 semaines, de Tim Cook qui disait que les prix allaient augmenter. Ce n'était plus tenable pour Apple. Et donc la grande question, c'était de se dire, bon, qu'est-ce que ça va être maintenant cette augmentation de prix? Parce que le fait que Tim Cook ait pris la parole pour annoncer une augmentation de prix sans qu'il y ait une augmentation de prix, mais pour annoncer que ça allait arriver, c'est une communication qui est très rare chez Apple. Donc, je vous l'avais dit, il y avait très certainement le fait que Tim Cook avait essayé de protéger John Ternus pour que ce dernier ne commence pas, on va dire, son mandat en septembre par une hausse des prix, ce qui est pas très cool. Tim Cook il a eu des hauts et des bas, mais je pense que sur justement la maîtrise des prix et le discours, on va dire, rationnel, Tim Cook a toujours été un champion et très respecté. Donc le fait qu'il ait porté le fardeau d'annoncer que Apple allait aussi augmenter ses prix à cause de l'IA et de la pénurie de composants, c'était plutôt chic de sa part et ça permettait d'annoncer les choses petit à petit. Mais on s'est dit du coup, est-ce qu'il annonce des hausses de prix justement après la WWDC? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosse prise de parole de la part d'Apple d'un point de vue produit avant septembre pour préparer les gens à la sortie en septembre des iPhone 18 Pro qui vont coûter plus cher? Ou est-ce que on va avoir des objets actuels qui changent de prix sans changer de génération? Vous voyez, généralement, quand tu peux te le permettre, tu attends d'avoir la nouvelle génération, on peut dire: «Ah, c'est plus puissant, bon, ça coûte 100 € moins plus cher, mais il y a 7 de perf en plus». Et malheureusement, c'est la mauvaise nouvelle qui est arrivée, puisque Apple, a augmenté les prix de quasiment tous leurs produits. Un peu comme je vous l'ai dit dans ma théorie, l'iPhone étant évidemment l'enfant chéri, il a été protégé et j'ai l'impression que toutes les hausses de prix qu'on voit désormais sur l'Apple Store, elles sont là pour encaisser la non-hausse de prix de l'iPhone, puisque je vous rappelle que l'iPhone lui-même consomme des processeurs, de la mémoire vive, etc. et que c'est le produit le plus vendu chez Apple. Donc évidemment, l'iPhone aujourd'hui coûte beaucoup plus cher à produire Apple qu'auparavant, mais l'iPhone n'augmente pas de prix. Du coup, tout le reste augmente de prix à part l'iPhone et ses 2 petits frères que sont les AirPods et l'Apple Watch. Donc vraiment, l'univers iPhone resserré et aussi les best-sellers, hein, encore une fois, les produits qui se vendent le plus quantitativement. Donc l'iPhone, les AirPods et l'Apple Watch n'ont pas augmenté de prix, mais tout le reste a pris hier d'un coup d'un seul. Voilà, c'est vraiment terrible. On commence à plus 100 € pour le MacBook Neo, à plus 1 500 € pour les Mac Studio haut de gamme. Et on est sur des hausses de prix qui sont vraiment à 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1 000 € sur tous les produits. Et je ne vous parle que des produits de base, hein, parce que là, c'est dur évidemment de faire un catalogue complet de tout ce qui a augmenté de prix, notamment aussi sur les options, puisque le stockage coûte la peau des fesses, la mémoire vive coûte la peau des fesses. La mémoire vive et le stockage, en plus, chez Apple, c'est très spécifique parce que c'est soudé à la puce, donc tout dépend en plus. Enfin, tout vient ensemble. Vous ne pouvez pas produire une puce chez Apple si vous n'avez pas la mémoire et le stockage qui sont déjà inclus dedans, donc négocier, acheter, ça rend les choses difficiles. Donc là, c'est vraiment, 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 vraiment terrible. Et je lui disais sur mes réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, là, puisqu'il y a Benjamin Zanata qui me le demandait sur le dernier stream, est-ce que c'est le moment d'acheter un iPhone 17? Très certainement. Là, hier, c'était la ruée vers les dernières offres, puisque c'est l'Apple Store qui a augmenté ses prix, mais les distributeurs qui vendaient des produits Apple n'avaient pas encore répercuté la hausse de prix. Et du coup, on pouvait encore acheter des Mac Studio à 2 299 €. On pouvait encore acheter des MacBook Air à 999 €. On pouvait encore acheter un ou deux MacBook Neo à 799 €. Non, 699 €. C'est désormais terminé tout cela, puisque tous les distributeurs sont en rupture de stock ou se sont alignés avec l'Apple Store. Et donc vraiment, c'est assez terrible là-dessus. Et vraiment, les iPads ont pris.
Les Mac mini ont pris, les iMac ont pris, les MacBook Pro ont pris, les MacBook Air ont pris, même le Vision Pro, il a pris le pauvre. Bébou, le Vision Pro qui était déjà vendu une fortune, il coûte encore plus cher qu'avant. Oh là là, le bébou. Bon. L'Apple TV a augmenté et après, en plus, il faut voir cette hausse de prix avec 2 choses. Il y a la hausse de prix dans l'absolu, puis il y a la hausse de prix en pourcentage. Parce que vous dites que, un produit qui prend 700 €, c'est monstrueux, mais quand il prend 700 € parce qu'il en vaut déjà 2 500, en fait, en termes de pourcentage, c'est pas aussi violent qu'une Apple TV qui a pris 150 € alors qu'elle en vaut 150. Voilà. Je crois que l'Apple TV avec le plus de stockage, elle est où? L'Apple TV 4K, elle est désormais à 299 €, par rapport à 199 € auparavant, je crois. Donc c'est terrible. Les gens, je vous ai toujours dit, hein, si vous pouvez acheter des Mac mini, c'est la meilleure affaire, de l'informatique depuis 1 an et demi. Les gens qui ont pu acheter des Mac mini M4 à l'époque, hein, à 699 € ou 580 € avec les tarifs éducation, vous avez fait une affaire en or parce que désormais, ils coûtent encore plus cher. Évidemment, vous pouvez les revendre, littéralement si vous allez sur Le Bon Coin et si vous arrivez à en trouver parce que c'est quasiment introuvable. Mais s'il y a des gens qui vendent leur Mac mini aujourd'hui sur Le Bon Coin, ils les vendent au prix du neuf et ça part, hein. C'est 100. Quelles sont les raisons de l'augmentation des gaz hélènes? Bah, comme tout le monde, la pénurie totale, totale de composants puisque toutes les, chaînes de fabrication sont, prises d'assaut au prix fort par les startups de l'IA qui, je vous rappelle encore une fois, dépensent de l'argent qu'elles n'ont pas pour acheter à prix d'or des barrettes de RAM et du stockage et bientôt des processeurs et tout le reste de l'industrie qui évidemment, fonctionne sur, un business model qui est, de gagner de l'argent et pas d'en perdre ne peuvent pas lutter contre des startups qui ont levé des milliards et qui, avec ces milliards, vont commander des puces à 5, 6, 7 fois le prix, en plus des puces spécifiques, hein, donc c'est la mémoire HBM. Et donc, quand tu es un fabricant de mémoire vive, en gros, ta chaîne de fabrication, tu peux le même jour fabriquer pour 3 millions de dollars de CA de RAM ou 50 millions de dollars de CA de RAM avec la même usine. Évidemment, tu fais ton choix. Donc, je vous rappelle que les trois géants de la mémoire, que sont SK Hynix, Samsung et Micron, se sont grandement tournés vers les mémoires vives faites pour l'IA, pour les data centers, et leurs chaînes de fabrication sont tournées vers là. Je vous rappelle que Micron a été encore plus loin. Micron a fermé littéralement sa branche de, comment dire, de mémoire vive grand public, en mode on va arrêter d'en vendre, ça sert à rien, on gagne moins d'argent. Donc c'est terrible. Est-ce qu'on peut espérer que cette tendance soit éphémère, qu'on ait un retour au prix normand en 2027? J'y crois assez peu. Micron a annoncé qu'ils ont quasiment, je crois qu'ils ont 5 ans de carnet de commandes qui ont été réservés, Micron. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est c'est un délire. C'est un délire. Appa Yippie qui dit j'ai acheté mon Apple TV 4K 128 Go justement le mois passé à 150 € neuf. Bah voilà, ça vient de prendre 100%. Donc là, évidemment, c'est le même Boudia. Bonjour tout le monde. Donc là, en fait, on est à un moment où s'il n'existe pas, enfin, c'est compliqué. Il faudrait qu'il y ait des. Je vous rappelle que là, les acteurs actuels qui font les mémoires flash et les mémoires de stockage détiennent le marché. Ils se tournent vers ce qui est le plus rentable pour elles et pour eux, même si encore une fois, c'est de l'argent qui pourrait imploser du jour au lendemain. Voilà. Ils refusent de faire des nouvelles usines parce qu'ils ne veulent pas investir des centaines de millions de dollars dans des usines qui pourraient tourner à vide le jour où l'industrie de l'IA implose. Donc le seul moyen, ce serait d'avoir des nouveaux entrants qui vont investir des centaines de millions de dollars pour se lancer sur un marché qui est la mémoire vive la moins rentable, la mémoire vive grand public. Donc on a déjà des constructeurs chinois qui ont dit, nous, il y a un créneau. C'est une industrie qui marche pas top, qui est très fluctuante. Mais du coup, si les trois géants de la mémoire vive ont disparu du grand public, nous, on va adresser ces trucs-là. Mais encore une fois, je vous rappelle, c'est une industrie, c'est pire que des maraîchers, hein. Quand tu fabriques des puces flash, selon les fluctuations de la demande, tes prix, on sait que la mémoire vive, c'est quelque chose que tu peux payer du simple au double d'une année sur l'autre. Bon, là, on est du simple au x6, mais bon. Donc, il faut avoir des gens qui ont beaucoup d'argent et de l'argent pendant longtemps pour lancer des infrastructures hyper lourdes pour produire des produits qui sont très fluctuants avec une marge globalement plutôt faible, en espérant qu'ils vont rentabiliser le temps que les géants qui sont là-haut restent perchés là-haut et qui ne reviennent pas tout de suite. Donc imaginez, enfin, je veux dire, d'un point de vue entrepreneuriat, c'est du suicide d'aller là-dessus. Si tu as beaucoup d'argent, tu ne vas pas te lancer dans un marché qui est un marché aussi risqué, aussi volatile, avec des investissements aussi lourds et des marges aussi faibles.
Donc compliqué. Dangmar dans le chat qui dit: «Bonjour, est-ce qu'on assiste à la fin de l'informatique grand public?» On rentre là, on rentre dans des années très, très noires de l'informatique. C'est ce que je vous dis depuis un petit bout de temps maintenant et quand je dis de l'informatique, on va parler après de Xbox parce qu'Xbox a aussi augmenté ses prix. On est en train de casser le cycle de l'informatique qui est, comment dire? Qui est toujours plus puissante et toujours moins chère. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est quelque chose, on l'a vu maintenant depuis 5 ans avec les premières grandes pénuries autour de l'informatique, avec le covid notamment et la hausse de la demande, que l'informatique moins chère, c'est fini. L'informatique moins chère, c'est fini. Avant, l'informatique était globalement toujours moins chère et plus puissante. Aujourd'hui, c'est fini. Donc il y a quelqu'un comme Apple qui maintient ses prix en étant à chaque fois un peu plus puissant avec ses iPhones. Du côté d'Android, en fait, les prix des téléphones haut de gamme Android, ça fait quasiment x2 en fait en 8 ans, 7-8 ans. Donc l'informatique ne coûte plus cher. Ça c'est fini. Si vous regardez les ordinateurs PC ultra portables, qui concurrencent le MacBook, c'est fini les PC 2 fois moins chers que des MacBooks. Les PC aujourd'hui sont aussi chers, voire plus chers. Enfin je l'ai pas retenu parce que la news était un peu osef en elle-même, mais heu, Microsoft vient de ressortir des Surface Pro avec 2 fois moins de mémoire vive qu'auparavant, 8 gigas de mémoire vive sur Windows 11, bravo, et plus cher que les Surface Pro sortis il y a 2 ans. Donc oui, donc oui. Oui, c'est crucial la division, grand public de Micron. Donc ce qui est dur à se dire, c'est que il faut accepter que l'informatique, toujours plus grand public et plus démocratique, elle a disparu. Elle avait déjà disparu depuis 2020. Elle avait globalement disparu avec, le 1er grand signal, c'était les PlayStation 5 qui se négociaient à 1000 balles et les PC qui avaient explosé de prix. C'était la le 1er. Mais là, 6 ans plus tard, force est de constater que pour une raison ou pour une autre, en fait, c'est terrible. Les taxes de Donald Trump, maintenant la folie de l'IA, un délire. Salut Cachenric, merci beaucoup à toi pour le 22e mois d'abonnement. Donc, donc voilà, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. On est victime, en gros, là, on est victime du capitalisme le plus sauvage et le plus pur, j'ai envie de vous dire. Il n'y a rien d'autre que de vous dire que c'est la loi de l'offre et la demande et c'est la spéculation qui fait la loi, en fait. Donc, c'est un mauvais délire. En vrai, on n'a pas besoin de tant de puissance. C'est pas tant la puissance, c'est on a besoin que les prix, baissent ou que les prix se maintiennent. Mais bon, il y a rien qui aide, encore une fois. C'est pas aussi que l'industrie de la tech, hein. Je vous rappelle que globalement, l'inflation, c'est quand même vachement accéléré ces 10-15 dernières années. Donc globalement, la vie dans l'absolu coûte, enfin la vie en relatif, coûte plus cher parce que les salaires ne suivent pas l'inflation. Mais globalement, je vous dis souvent quand je chronique même des produits et des choses voisines, de l'informatique comme, je sais pas moi, la mode, les prix globalement ont vachement augmenté aussi, quoi. Chris Puissant dit: «Franchement, c'est pas plus mal qu'on freine la course à la puissance des appareils grand public. Dommage que ce soit au profit des data centers». En fait, c'est pas tant la course à la puissance. Encore une fois, je vous rappelle que ces dernières années, on cherche pas tant la puissance brute qu'on cherche à faire des choses puissantes, mais avec une très grande autonomie dans un petit boîtier. Donc le gros de l'innovation ces dernières années, les gens, c'est pas qu'un processeur soit 2 fois plus puissant qu'auparavant. Intel et AMD nous ont prouvé encore une fois que les processeurs, ils font plus des pas de géant depuis très, très longtemps. Les pas de géant aujourd'hui, c'est de se dire qu'une smartwatch est capable de faire autant de choses dans un boîtier aussi petit, tout en étant complètement étanche à l'eau de mer. Là, on parle vraiment de course à la puissance, parce que la puissance, c'est aussi d'envoyer de la max dans des contraintes toujours plus grandes. Et aujourd'hui, les contraintes, c'est qu'on demande aux appareils d'être toujours plus compacts, par exemple. Donc là, c'est la course à la puissance, pas pure et dure, mais par rapport à des contraintes. Bref. Donc vous êtes pas mal à dire c'est pas plus mal, on achètera moins. Oui, peut-être que ça empêcherait les gens d'acheter, bien sûr, mais j'aimerais bien qu'il y ait d'autres raisons pour ça. J'aimerais bien que juste, j'ai envie de dire la décroissance soit une envie pour les gens de moins acheter ou pour les constructeurs de moins sortir de produits. Là, c'est littéralement l'hypercapitalisme qui est en train d'assécher la planète et de détruire les produits grand public. Est-ce que ça touche toutes les gammes ou juste le haut de gamme demandait Swin? Ça touche toutes les gammes. Je vous parlais en début de semaine de CMF. CMF qui est la marque pas chère de chez Nothing. CMF annule son téléphone. Voilà, ils peuvent littéralement pas sortir un téléphone aujourd'hui dans leur segment, qui est le segment des téléphones avec un maximum de fonctionnalités de puissance pour un minimum de prix. CMF ne peut pas sortir son téléphone, il annule. Chez Apple, là, on parle d'une hausse de prix chez tous leurs produits, des moins chers aux plus chers. Donc je vous rappelle que le Mac Mini et le MacBook Neo sont des produits avec un rapport performance-prix qui est divin, qui est vraiment des meilleurs
toutes marques confondues. Et je vous parle aussi du Mac Studio M3 Ultra qui commence à 4 700 balles. Tout le monde prend une hausse, encore une fois, sauf l'iPhone et ses deux petits protégés. Donc tout le monde prend la balle pour l'iPhone, mais attendez-vous très certainement à ce que l'iPhone 18 Pro, qui ne sera pas un téléphone, je pense, très intéressant d'un point de vue technologique, l'iPhone 18 Pro, j'ai du mal à me dire que l'iPhone 18 Pro qui va être annoncé début septembre chez Apple coûte 999 $ hors taxe. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et l'iPhone 18 normal, qui n'arriverait qu'en 2027, j'ai aussi du mal à me dire qu'il va coûter que 799 $ ou 929 € en France. Ça, bref, très compliqué ce qu'on est en train de vivre. Et je vous rappelle que je vous chronique ça tous les jours. On parle des tout petits fabricants comme Framework ou comme CMF et Nothing, jusqu'à des Sony, Nintendo et Xbox, jusqu'à des Valve et désormais Apple qui reste quand même aujourd'hui la plus grande entreprise de tech au monde, de tech hardware au monde. Vraiment, si eux aussi ils craquent, bon, là, voilà. Le marché de location, c'est une solution pour les premières années. Ouais, complètement. Vous avez aussi beaucoup à dire. En fait, tout le monde est en train d'augmenter les prix à cause de l'IA et en fait, à la fin, on n'aura même plus les terminaux pour consulter l'IA. Oui, enfin, l'IA locale, ça reste encore un mirage pour vraiment faire de l'IA locale performante et pas chère. Mais encore une fois, pour l'instant, le gros des consommations d'IA qu'on projette sont plutôt faites dans le cloud. Mais oui, je vois ce que vous voulez dire. On a besoin que les États interviennent pour recadrer les choses. Ouais. Là, de toute façon, on a un moment de late stage capitalism où vraiment ça devient un grand n'importe quoi. Des bisous aussi aux personnes qui, comme je vous l'avais dit, sans le savoir, ont acheté des actions SpaceX via leur gestionnaire de pension. Et vu comment l'action de SpaceX est en train de s'effondrer, là, on est peut-être en train aussi d'assister à une des plus grandes crises de la retraite aux États-Unis, potentiellement, si SpaceX s'effondre, hein. Voilà. Techi qui dit j'essaie de monter un PC là et c'est la merde. Ouais. Comme je vous dis, le meilleur moment de monter un PC, c'était hier, et le deuxième meilleur moment pour monter un PC, c'est aujourd'hui. Et pareil pour les smartphones. Là, l'iPhone le moins cher que vous aurez, c'est l'iPhone 17 de maintenant, hein, très certainement. C'est le meilleur plan avec je sais pas, les Prime Days ou les soldes. Il reste peut-être encore des bons plans sur certains téléphones, mais il y a très peu de choses que les prochains téléphones qui arrivent, vous les payez moins cher. Et puis évidemment, tout le monde se posera la question de est-ce que les prix retomberont à une normalité, ou est-ce que évidemment les constructeurs vont nous habituer à des prix beaucoup plus hauts pour ensuite les maintenir le plus haut possible, même lorsque les contraintes de production et les pénuries seront retombées. Ça, ce sera évidemment à nous de vérifier. Ouais, Madingue, et comme je vous disais aussi, le problème de data center d'IA, c'est en plus qu'on ne peut pas les rétrofiter dans des data centers classiques. Je vous ai évité aussi des news là d'NVIDIA qui a montré un nouveau système de refroidissement des data centers avec un circuit à eau fermé qui consommerait beaucoup moins d'eau en étant un peu plus chaud qu'auparavant. Bon, bref, ça me casse les couilles. Curieux de savoir si Xiaomi va sortir un Redmi cette année. Bah, le plus dur, hein, ça va être vraiment, encore une fois, je vous rappelle que les appareils entrée de gamme sont des appareils qui sont, enfin, les appareils entrée de gamme. Les appareils avec zéro marge sont évidemment des appareils qui, du coup, fluctuent très très fortement avec les crises des composants par rapport aux appareils plus haut de gamme qui ont souvent une marge qui permet de plus ou moins encaisser les choses. Regardez mon œil entre le Steam Deck et la Switch 2, par exemple. Donc là, oui, tous les constructeurs de téléphones très entrée de gamme, c'est-à-dire les smartphones, on va dire à moins de 200 euros, ils vont prendre très très cher cette année, quoi. Ça veut dire que les GAFAM sont moins puissantes que les startups de l'IA, dit coin, coin, coin. Alors, la notion de moins puissant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué. D'un point de vue sur un secteur spécifique, oui. Par exemple, aujourd'hui, Apple, c'est la première fois qu'ils sont détrônés en termes de priorité client chez leur fondeur qui était SMC, parce que Nvidia leur est passé devant. Et Nvidia leur est pas passé devant pour faire des cartes graphiques, Nvidia leur est passé devant pour faire leur puce de data center d'IA. Oui, aujourd'hui, tous les fabricants de RAM donnent la priorité aux startups d'IA pour vendre leur RAM, parce qu'en fait, des startups d'IA, elles les achètent à 8 fois le prix parce qu'encore une fois, elles sont en train de brûler l'argent des investisseurs. C'est pour ça que la bulle de l'IA, elle prend une ampleur qui est complètement délirante. C'est qu'on a des startups connues ou inconnues de l'IA qui sont en train de lever, pas des millions, mais des milliards de dollars, qui sont 100% réinjectés pour déjà acheter de la puissance de calcul chez Nvidia ou réserver de la RAM ou des GPU. Donc là, on est vraiment sur une industrie qui tourne un peu à vide. Je vous rappelle que aujourd'hui, le business de l'IA n'est pas rentable et il n'est pas légal. Donc, on est quand même sur un business qui est un peu compliqué, hein. Vraiment, on est sur des problèmes de légalité, de rentabilité qui sont assez évidents, avec des entreprises que je ne vois pas comment elles pourront rembourser des dettes ou des levées de centaines de milliards de dollars. Mais bon, bref. Donc,
Oui, les GAFAM sont moins puissantes que les startups de l'IA dans le monde de, l'approvisionnement de composants, parce que le monde de l'approvisionnement de composants, coin, 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 c'est qu'une loi d'offre et de la demande. C'est tout. Donc là-dessus, bah, celui qui paye le plus, il passe devant, tout simplement. Maintenant, est-ce que les, startups de l'IA sont plus puissantes que les GAFAM en termes d'impact, de la vie de tous les jours par rapport aux gens? Non, toujours pas, toujours pas. Même Anthropic, même OpenAI, c'est pas le cas. Et est-ce qu'Anthropic et OpenAI vont survivre ou SpaceX vont survivre le temps de devenir un jour ne serait-ce que viable? C'est compliqué à dire. Nvidia est désormais plus grand qu'Apple. En termes de valorisation, tout à fait. Mais encore une fois, la valorisation ne signifie pas la valeur réelle. Euh, il faut vous dire qu'Apple est une entreprise à l'ancienne. Apple vend des concepts matures et avec un business model classique qui est on te vend un produit plus cher que ce qui nous a coûté, comme je vous le dis souvent. Voilà, c'est comme ça qu'Apple fait de l'argent. Et après, ils vendent des services, pareil, plus chers en abonnement que ce que ça leur coûte. Mais c'est un business model qui est très classique. Par rapport à des business models qui sont beaucoup plus flous, comme on vend des produits et des services à perte en apparence, mais on se refait sur la vente de tes données à des régies publicitaires. Voilà. Euh, Donc Nvidia est plus grand qu'Apple, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, 90% du chiffre d'affaires d'Nvidia et des revenus d'Nvidia, donc de la valorisation d'Nvidia, viennent d'une industrie qui elle-même est quand même très problématique dans ses fondements même. Hein, donc je vous rappelle que ce soit la légalité ou la rentabilité, c'est une industrie qui ne s'est pas prouvée, ou même qui a prouvé qu'elle était aberrante. Donc évidemment, dans ce monde-là, dans toutes les ruées vers l'or, ce sont les vendeurs de pioches qui sont toujours les rois. Et Nvidia est aussi un vendeur de pioches, c'est d'abord un vendeur de pioches. Mais voilà. Est-ce que Nvidia est plus grand qu'Apple en termes de nombre de produits vendus, de personnes touchées ou d'employés? Non. En termes de valorisation, tout à fait. Mais encore une fois, la valorisation, c'est un pari. Elle reflète encore une fois ce que les gens pensent de ce que tu vas valoir demain. Budu qui dit c'est surtout un prétexte pour augmenter les prix. Ils pourraient juste rogner sur leur marge déjà énorme Apple. Budu, je pense que souvent il y a des gens qui disent ça. Vraiment, enfin, j'essaie de vous expliquer, mais ce n'est pas du tout, du tout, du tout à l'avantage d'une entreprise d'augmenter le prix de ses produits. Donc encore une fois, si c'était plus rentable pour Apple de faire zéro marge sur un produit ou de rogner encore plus, ils le feraient. Et encore une fois, je vous rappelle que Apple, depuis plusieurs mois, ont déjà rogné sur leur marge. Encore une fois. Ils l'ont déjà fait. C'est jusque-là, comme beaucoup, ils ne tiennent plus. Donc dire les entreprises ont qu'à se serrer la ceinture, c'est pas aussi simple que ça. Je vous dis pas qu'Apple c'est des pauvres bébés vont faire faillite. Mais si à un moment Valve, Apple, Sony, Nintendo, Xbox et compagnie ou Framework, ils augmentent tous leurs prix, c'est que c'est pas tenable. C'est que c'est pas tenable. Vous regardez juste le prix de la mémoire vive encore une fois. Aujourd'hui, pour une personne comme vous qui veut monter un PC avec 32 Go ou 64 Go de RAM, bah, multiplier ça par 240 millions d'iPhone, par exemple, pour faire une règle de 3 un peu barbare, on est évidemment sur des choses qui ne sont pas tenables pour personne. Donc, euh, donc oui, Apple fait de la marge. Apple est un des constructeurs de tech, même le constructeur de tech qui a la marge brute la plus confortable du game, c'est sûr et certain. Et aussi, c'est pour ça qu'Apple ont été les derniers à augmenter leur prix. Mais là, s'ils le font, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Maintenant que j'ai pas suivi, SpaceX s'effondre. Ouais, l'action est repassée sous le niveau du prix d'introduction il y a 2 jours. Et donc vous allez voir, et en plus, on va se réjouir les gens parce que c'est pas fini évidemment pour la hausse de prix. Euh, Kukilu qui dit j'ai potentiellement perdu 4% de mon PE en 48 heures avec le crash de SpaceX alors que j'avais demandé le retrait complet avant, mais leurs délais sont en train de me coûter cher. Ah, désolé. Alors, on a vu des éléments de prix revenus à leur niveau avant augmentation. Attendez. Après augmentation, tu veux dire presque? Je suis pas sûr de ta question là. Néluras, bienvenue dans le chat, qui j'ai choisi le meilleur moment pour me lancer en tant qu'infographiste 3D entre l'IA qui bouffe moitié les composants hors de prix. Ah ouais, là, tous ces métiers-là, je discute aussi, je croise souvent un jeune papa comme moi au parc avec son fiston, et lui, il a fait une reconversion pour être développeur. Et je l'ai regardé, je fais ah, il fait ouais.
Compliqué. Alors, je check le chat. La chute de la bulle va être terrible. Ah ouais, 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 ouais. Quand la bulle va imploser, ça va être terrible. Ça va être terrible, terrible. J'avance dans le chat parce que vous discutez beaucoup, donc je remonte un peu ce que vous faites. Alors, c'est chouette qu'il y ait à quel point cette accélération de construire la data center IA pompe des ressources en matériaux. Bah c'est assez gigantesque, hein. On est sur des plans de. Les hyperscalers sont sur des plans complètement ahurissants, hein. Je vous rappelle que Kevin O'Leary, l'entrepreneur, voulait monter un data center dans l'Utah qui faisait 2,5 fois la taille de Central Park. Donc en gros, c'est quasiment un data center qui faisait la taille de Manhattan. Avec l'explosion de la bulle IA, va se passer quoi sur le prix des composants? Bah ça va rechuter en masse, normalement. Ça va rechuter en masse. Si les entreprises y survivent. C'est pour ça, encore une fois, que je vous le dis, le signe le plus clair que c'est une bulle de spéculation, il y a plein de sites qui montrent que c'est une bulle spéculative, mais le signe le plus clair, c'est que les vendeurs de pioches, donc les fabricants de mémoire vive, eux-mêmes refusent d'augmenter leur capacité de prod parce qu'ils savent très bien que ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Est-ce que tu penses qu'il y aura une baisse du prix de la RAM et des SSD l'année prochaine? Non. JSM 5. Encore une fois, y aura-t-il une baisse par rapport à un sommet qui a eu lieu il y a 2 mois? Oui. Est-ce qu'il y aura une baisse, genre ça va revenir au prix d'auparavant, voire plus bas? Non. Ça, je pense que qu'on y reviendra quasiment jamais. La question vraiment que les gens se posent aujourd'hui, enfin que vous devez vous poser, c'est à quel niveau on peut revenir par rapport au prix qu'on a connu il y a 1 an? Est-ce que ce qui a pris entre 20 et 800% ces dernières années peut retomber à X? Mais on redescendra plus jamais, 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 jamais à des prix plus bas qu'il y a, je sais pas, il y a 3 ans, quoi, d'une certaine manière. Ça, j'y crois très, très peu. Parce que, en plus, là, je suis en train de vous dire que on pourrait revenir à des prix, c'est si tout s'aligne. Imaginons que la bulle de l'IA implose, ok, que Donald Trump ne crée pas des nouvelles taxes qui remboursera peut-être un jour ou pas à l'importation des États-Unis, ok, qu'on n'ait pas Taïwan qui se fasse envahir par la Chine, par exemple. Donc, dans le cas où tout s'aligne, on pourrait peut-être espérer qu'on revienne à des prix d'antan, genre, je vous rappelle qu'à une époque, on pouvait acheter des Xbox Series X avec des packs Diablo 3 à 350 euros. J'ai lu ça dans mon Discord et je me rappelle que c'était vrai. Ça, on le retrouvera jamais. Dans le meilleur des cas, on retrouvera une Xbox Series X à 500 euros et une PlayStation 5 à 500 euros. Mais globalement, non. Globalement, on va pas se mentir. Il faudrait que tout se réaligne complètement pendant au moins 2 ans pour qu'on ait la confiance dans le fait qu'on puisse revenir sur des trucs de masse vendus à très peu de marge, etc., etc. Mais là, avec tous les traumatismes, on va dire, traumatismes, avec toutes les turbulences que subissent l'industrie de la tech depuis maintenant 6 ans non-stop, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à imaginer que ça va descendre. Et en plus, je pense que beaucoup d'entreprises qui ont souffert, qui sont en train de souffrir, qui sont un peu en bout de chaîne comment dire, de ces guerres, de ces pénuries, de ces Covid, de ces spéculations, etc. Toutes ces entreprises, le jour où ça va revenir à la normale, ils vont pas revenir à on va fabriquer, genre comme OnePlus il y a 10 ans, on va fabriquer des téléphones qu'on va vendre 599 euros parce qu'ils ont coûté 597. Ça, c'est fini, ces trucs-là. C'est fini, c'est fini. N'importe quelle marque aujourd'hui va vouloir assurer ses arrières et faire de la marge en cas de jour difficile. Là, toutes les entreprises aujourd'hui, hein, déjà, on savait qu'on était sur un moment où la tech se premiumise. On va pas se mentir. Les smartphones haut de gamme se vendent de plus en plus. La photo et la vidéo, les prix ont explosé ces derniers temps. L'informatique, on se premiumise, etc. Donc tout ce qui était un peu objet pas cher vendu à ras la gueule, c'est quelque chose qui de base, est un secteur qui est de plus en plus abandonné à des marchés émergents, des constructeurs émergents, mais les constructeurs tels qu'on les connaît, eux, évidemment, ils vont de plus en plus vers le premium, là où il y a de la marge. Et aussi parce qu'en fait, c'est une manière saine de faire du business. Encore une fois, vendre à perte ou vendre à ras la gueule, c'est quelque chose qui n'est censé être
qu'être temporaire pour te faire connaître et te faire une place au soleil pour ensuite vraiment commencer à faire de l'argent. Mais quand tu es une entreprise, tu es censé faire des bénéfices en vendant des produits ou des services. Aujourd'hui, rentrer dans le game de l'automobile ou de l'informatique, bah, si tu pas de caisse, si tu pas de rein solide derrière, tu te fais exploser au moindre événement géopolitique. Donc, voilà. The Calibur qui dit: «On a déjà eu un précédent avec la crise des, disques durs en 2011. Finalement, 2 années plus tard, ils sont revenus à des prix normaux». Oui, mais l'époque était très, très différente. L'époque était très différente. Par exemple, en 2011, le monde, vivait, enfin le monde occidental vivait dans une stabilité économico-sociale assez grande par rapport à 2026. Voilà. C'est pas le cas aujourd'hui. Le cas aujourd'hui, c'est que, par exemple, du jour au lendemain, les États-Unis peuvent décider de s'emparer de Cuba, puisque apparemment Cuba est au menu aussi, et déclencher une nouvelle crise qui fait que Cuba bloquerait, je sais pas, les accès à Miami ou au port de Miami, que sais-je encore, voilà. On pourrait se retrouver avec une prise de tronche entre la Chine et les États-Unis qui protègent pas Taïwan. Donc vraiment, aujourd'hui, enfin, je sais pas si vous voyez, mais la Chine a déployé plusieurs centaines de bateaux au large de Taïwan. Ça fait maintenant des années que le gouvernement chinois parle de 2027 pour reprendre le contrôle de Taïwan. Donc 2011, il y avait quand même pas ça. 2011, on sort quand même des subprimes, disait Regine. Justement, on en sortait, parce que les subprimes, c'était 2007-2008. 2011, on est rentré dans une très bonne décennie d'ailleurs. En 2000, tout ce qui a été 2012-2020 pour la tech, ça a été l'explosion des smartphones. C'était vraiment la décennie dorée des smartphones, c'était les années 2010. Ça a été la décennie dorée des réseaux sociaux. Enfin, non, c'était, pour la tech, c'était plutôt bien. Bien sûr qu'il y a des produits qui sont en hausse ou pas sous le calibre. Je le disais, des fois, la mémoire vive, tu peux voir ses prix varier un peu comme chez le maraîcher, quoi. Donc, les composants, ça peut bouger vers le haut, vers le bas, bien sûr. Là, on a un niveau où tout est compliqué. Tout est compliqué. Là, on est sur, déjà, on parle souvent de convergence des luttes. Là, on est sur une convergence des crises. Voilà. On est sur des guerres, plus du nationalisme et une déglobalisation du monde, plus une premiumisation des marketeurs des entreprises, plus une révolution technologique qui vient essorer aussi toute une industrie en s'accaparant toutes les ressources. Donc là, on vit quand même beaucoup de choses en même temps et ça va pas s'éponger en 2 secondes. Sachant que l'IA, on a beau détester ou pas l'IA, il y a beaucoup d'usages et de technologies d'IA qui vont rester aujourd'hui. Il y a des trucs vraiment impressionnants qui se font avec. Donc l'IA, même si, encore une fois, je vous rappelle que la bulle spéculative, c'est pas à confondre avec l'industrie ou l'innovation elle-même. La bulle spéculative autour des dot-com des années 2000, c'est pas pour ça qu'Internet est mort quand la bulle spéculative a explosé. Beaucoup de gens se sont retrouvés ruinés parce que ils vendaient des noms de domaine en .com à 8 millions de dollars, etc. Mais l'Internet, il est resté. Donc là, l'IA, encore une fois, je ne vous dis pas que l'IA va imploser, c'est la bulle spéculative autour de l'IA qui va imploser, mais l'IA, elle va rester, et l'IA reste aujourd'hui, et pour demain encore, et pour un bon bout de temps, une technologie qui est gourmande, très très gourmande en termes de ressources en tout genre. Donc même si la bulle spéculative s'effondre et on va dire relâche un peu son étreinte sur les chaînes d'approvisionnement, l'IA restera une industrie qui est très 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 gourmande en ressources. Le timing de la Chine semble parfait pour l'instant, tout s'aligne. Alors si la Chine là envahit Taïwan, euh, je pense que là on va être au pic de la crise. Parce que le reste du monde n'a pas du tout réussi à se désengager de la Chine et de Taïwan pour fabriquer que ce soit ses vêtements ou ses téléphones. Et même tout ce qui a pu être transvasé plus ou moins bien au Vietnam, en Thaïlande ou en Inde, etc., c'est c'est une goutte d'eau dans l'océan que représente évidemment la Chine et Taïwan sur la conception et d'usines et la production d'usines. Donc, c'est pas comparable avec la crise des disques durs de 2011, vraiment, vraiment, vraiment. La Chine ne peut pas se permettre de se tirer une balle dans le pied. Bah, c'est toujours pareil en fait. La question c'est est-ce que si la Chine se tire une balle dans le pied, elle se fait plus mal à elle, plus mal à ses rivaux? Puisque la Chine aujourd'hui, elle est déclarée comme un rival économique et technologique, voire militaire ouvert d'une partie de l'Occident, dont les États-Unis. On peut être pas loin d'un Donald Trump qui, sur un revirement, se frotte à la Chine
Et voilà, je vous rappelle encore une fois, n'oubliez pas, évidemment, la Chine, c'est l'usine du monde entier et si un jour la Chine se coupait du monde, ça ferait très mal à la Chine, mais ça ferait encore plus mal au reste du monde, hein. N'oublie pas encore une fois que le marché adressable de la Chine, c'est, pour un pays, c'est 2 fois la taille de l'Amérique du Nord et de toute l'Europe donc bon bref. Accrochez-vous pour aller recommencer à recréer un tissu industriel, technologique et de fringues et d'absolument même tout, en Europe. Je peux vous dire qu'on va vivre en chaussettes. Donc, la Chine, je vous rappelle qu'ils sont en train de s'autonomiser énormément d'un point de vue commercial, d'un point de vue technologique. Autonomie qui s'est accélérée par la défiance de leurs clients classiques que sont l'Occident. Et désormais, la Chine, en fait, ils sont en train de créer, leurs puces, leurs graveurs de puces, ils sont en train d'adresser leur marché national sur les voitures, les batteries, la robotique, les marques chinoises cartonnent et cetera et la Chine s'autonomise beaucoup plus vite que l'Occident est en train enfin, la Chine est en train de préparer mieux sa séparation de l'Occident que l'Occident est en train de préparer sa séparation de la Chine. Là, aujourd'hui, nous, on n'est pas prêts du tout. L'Occident a complètement, délocalisé son savoir-faire et ses capacités de prod vers des pays pas chers, la Chine en tête et c'est la Chine si un jour il y a séparation là, des biens, je peux vous dire que c'est pas nous qui allons repartir avec la maison et le chien, quoi. Nous, on va garder, peut-être le canapé et une table basse, mais je peux vous dire que dans le divorce, c'est nous qui allons nous retrouver dehors, quoi. J'imagine que les Taïwanais sont préparés à tout cela. Alors, j'ai des amis qui vivent à Taïwan qui disent que pour les Taïwanais, l'invasion chinoise, c'est une sorte de running gag depuis 20 ans. Mais par contre, Taïwan, là, ils ont tenté de faire une recommande de 12 milliards de dollars d'armes aux États-Unis. Et la Chine a dit, si les États-Unis fournissent 12 milliards de dollars d'armes de commande à Taïwan, on le prendra comme déclaration de guerre. Donc Taïwan, en fait, j'ai envie de dire, l'armée taïwanaise, les systèmes de défense taïwanais sont ridicules par rapport à ce que la Chine va déployer si à un moment elle s'empare de Taïwan. Donc les Taïwanais sont préparés au sens où c'est la discussion de tous les jours chez les Taïwanais depuis 20 ans sur la reprise de contrôle de la Chine. Ils ont regardé de très près comment la Chine a repris contrôle sur Hong Kong notamment. Mais après, est-ce qu'ils sont préparés militairement et matériellement pour résister à une invasion chinoise? Pas du tout, ils peuvent pas. Si, encore une fois, ils ne peuvent plus compter sur leur allié américain, c'est fini pour eux. Mais si les États-Unis se mêlent de l'invasion chinoise de Taïwan, ou du fait que la Chine reprenne Taïwan, encore une fois, selon la manière dont vous lisez l'histoire, ce sera la guerre. Notre dépendance aux États-Unis est notre plus grosse erreur, dit Mekodan. Notre dépendance à la Chine et aux pays pas chers est notre plus grosse erreur. On est devenu, comme Apple ou Nvidia, on est devenu des économies faiblesse. On produit quasiment plus rien. Et si on se passe de la Chine, c'est pour faire affaire avec l'Inde, c'est pas forcément bénéfique pour l'Europe. Bah là, il y a évidemment des ponts qui se multiplient entre l'Inde et l'Europe, et l'Inde et la France notamment. Mais je vous rappelle que l'Inde est également un pays qui n'est pas un pays démocratique et qui a son propre agenda aussi, hein. Donc, les Ivois qui confirment, qui dit mon pote qui habite à Taïwan m'a dit la même, ils sont prêts et s'entraînent régulièrement, mais c'est un running gag. Ouais, c'est ça, c'est un running gag pour eux. Enfin, c'est un running gag. C'est aussi une forme de fatalité pour les Taïwanais, c'est que je crois que même des Taïwanais sont étonnés qu'en 2026 ils sont encore indépendants, mais ils sont évidemment très attachés à leur indépendance, à leur culture, les Taïwanais, mais ils savent très bien que si un jour la Chine arrive avec ces fameux bateaux Metal Gear Solid qui déploient des pieds dans l'eau que je vous avais montré la dernière fois, bon, c'est fini pour Taïwan, quoi. Bref, je vous rappelle que la dernière fois que Donald Trump est allé en Chine, il a un peu léché les pieds des dirigeants chinois, quoi. Voilà. Bref, on continue avec les news. Ah, des news qui donnent le smile. Allez, c'est désormais Framework. Les mises à jour de framework, pour les gens qui disent ouais, de toute façon, les géants de la tech, ils augmentent les prix pour s'en foutre plein les poches. Bon, si je n'arrive pas à vous convaincre que ce n'est pas vrai, je vous parle de framework, évidemment, l'entreprise que tout le monde adore, comme Fairphone. C'est une petite marque qui font des chouettes ordinateurs qui sont renouvelables, réparables, modifiables, upgradables, revendables, etc. On les adore. Et je vous rappelle que eux, ben, ils en sont à leur 8e mise à jour de désolé, les prix augmentent. Bref. La bonne nouvelle qu'ils ont, c'est que, incroyable, 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 il y a des trucs qui vont baisser chez Framework. Ils ont réussi à négocier des prix de SSD qui font que, attention mesdames et messieurs, je ne savais même pas que c'est possible d'écrire ce genre de choses sur un blog en 2026 d'une entreprise de la tech, mais les gens qui ont acheté un Framework Laptop 13 Pro, qui est l'ordinateur dont tout le monde rêve actuellement, je vous rappelle, une sorte de MacBook Pro du Linux, eh bien, pour moins cher que le disque 512 Go que vous aviez commandé, vous allez avoir un disque 1 Teraoctet. Allez, bravo! Bravo. Ils ont réussi à sécuriser
eh bien, auprès de Adata, donc une marque de SSD, des super prix sur des SSD. Je vous rappelle que le leader des SSD, notamment, c'est Kioxia et Samsung, qui coûtent désormais très cher. Et ben, eux, ils sont tournés vers Adata et ils ont désormais mieux pour moins cher. Incroyable. Je vais éternuer de bonheur. Attendez. Olé! Mais évidemment, ce n'est pas, la seule bonne nouvelle, puisque désormais, Framework qui, avait quand même réussi, enfin qui avait été contraint d'augmenter 5 fois d'affilée le prix de leurs ordinateurs portables en 8 mois, ce qui est absolument, je pense, déprimant quand tu prends la parole tous les 6 semaines pour dire: «Au fait, on va coûter encore plus cher», et là je vous parle d'une toute petite marque qui pèse une fraction de ce qu'un Apple ou un Samsung peut peser, donc c'est terrible pour eux. Heureusement encore une fois qu'ils ont une communauté et qu'ils ont un, j'ai envie de dire, ouais, une communauté de clients et que c'est un peu une darling des médias parce que c'est trop chouette ce qu'ils font. Si c'était un constructeur un peu anonyme, il serait déjà mort, je pense. Bref. Mais ce qu'ils annoncent, c'est que, eh bien, nous allons très certainement devoir réajuster à la hausse le prix global du framework Laptop 13 Pro. Donc, la partie stockage, ils ont réussi à faire moins cher pour plus de stockage, qui est absolument incroyable. Mais le prix global du laptop 13 Pro va augmenter pour les personnes qui passent commande maintenant. Je vous rappelle que le laptop 13 Pro, il a tout pété en termes de commandes. Ils en sont déjà au 12e ou 13e batch. On va aller voir maintenant. On a combien de batch? C'est le batch combien? Batch 15. 15e batch de fabrication. Donc, je vous rappelle, hein, il a été mis en pré-vente il y a 2 mois. Il a été un peu repoussé. Il arrivera en juillet. On en est au 15e batch de commandes de cet ordinateur. Donc, c'est un énorme carton à leur échelle, bien sûr. Mais voilà, je vous l'avais aussi dit il y a quelques mois, les processeurs vont réaugmenter de la même manière que les GPU, puis la mémoire vive, puis le stockage ont explosé. Je vous rappelle qu'on entre dans l'ère de l'IA agentique désormais, et pendant longtemps, eh bien, on avait besoin plutôt de beaucoup de petites puces pour traiter l'inférence, et notamment les GPU étaient spécialisés là-dedans. Puis après, on a utilisé des unités dédiées comme les TPU, les NPU, et voilà. Et puis après, il fallait beaucoup, beaucoup de mémoire pour gérer tout cela, donc l'entraînement et l'inférence globalement. Et désormais, eh bien, avec l'ère qui arrive dans l'IA des agents, les agents, eux, sont très gourmands en puissance de processeur, puisque eux, les agents, ils sont là pour agir en votre nom, et donc il faut eh bien, une intelligence de navigation dans un OS, notamment, qui est parfois fait pour des humains, parfois fait pour des agents, mais pour consulter des sites, comparer des prix, faire les choses à votre place, quoi, globalement. Et donc, on le sait, les demandes sur des processeurs spécialisés, voire des processeurs non spécialisés, vont très certainement augmenter cette année. Enfin, elles ont déjà largement augmenté, mais elles vont très certainement exploser cette année. Et si, encore une fois, les systèmes d'agents, c'est Spark chez Google, c'est Scout chez Microsoft, et pour les gens qui connaissent évidemment OpenCloud au global, si les agents IA explosent en termes d'usage et d'adoption, eh ben, le prix des processeurs va exploser avec encore plus, et c'est déjà le cas. Donc, comme je vous le disais, le meilleur moment pour acheter un ordinateur, portable ou pas portable, c'était hier, littéralement chez Apple, c'était littéralement hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Là, en gros, le laptop 13 Pro, vous pouvez encore l'acheter au prix de lancement, qui est un prix qui n'est pas donné, mais qui est assez concurrentiel par rapport aux autres en face. Sachez que les commandes, enfin les prix vont augmenter très bientôt. C'est assez terrible là-dessus. Bref, allez, dans tout cela, je vous donne des bonnes nouvelles. Attendez, je vais quand même aller du côté de. Est-ce qu'on parle directement? Ouais, je vais parler directement d'Xbox. Comme ça, on n'aura pas des hausses de prix et puis vraiment, on a envie de tout brûler. Je reviendrai sur le Steam Machine après. On a déjà débattu du prix du Steam Machine. Vous savez que le Steam Machine coûte cher pour les mêmes raisons, encore une fois. Valve a voulu sortir une machine qui était pas chère, accessible. C'est une machine qui coûte très cher. Mais eh bien, ce sera désormais le cas de à peu près tout le monde. On n'a pas le prix exact en France, mais nous avons désormais une nouvelle hausse de prix des consoles Xbox dans le monde. Et désormais, eh bien, une Xbox Series X 1 Teraoctet va coûter 800 dollars. C'est absolument délirant. On est quasiment au prix d'une PlayStation 5 Pro pour une Xbox Series X d'il y a bientôt 6 ans. C'est ouf. Et Microsoft qui va arrêter le modèle 2 Teraoctets. Parce qu'évidemment, je pense que les disques durs de 2 Teraoctets aujourd'hui, ça coûte littéralement
3 reins et 2 poumons, c'est complètement fou et donc c'est terrible. La Xbox Series S, les gens, la Xbox Series S, elle coûte 399 $. 399 $ la Xbox Series S. C'est vraiment, vraiment terrible. Donc on a, eh bien, désormais la deuxième hausse de prix en moins d'un an de chez Xbox et pareil, je vous rappelle que là, on touche littéralement, à l'animal totem de vendre à perte. Les Xbox, ce sont des consoles qui sont vendues à quasi perte de la part de Microsoft et donc vous voyez qu'ils sont aussi en train d'augmenter plusieurs fois le prix. Je vous rappelle que la Xbox Series X coûtait 650 € en France. Donc là, elle pourrait très bien coûter 800 €. On n'a pas le enfin, dites-moi dans le chat si le prix est sorti, mais j'ai revérifié ce matin, il n'y avait pas encore le prix, européen, sachant que cette hausse de prix, elle est quand même annoncée comme une hausse de prix mondiale. Donc on va on va la prendre, comment dire? On va la prendre en pleine poire en France. On n'a pas le tarif, mais vu que pour l'instant, la plupart du temps, on a 1 $ hors taxe égale 1 € TTC en taux de change à peu près global, il y a de grandes chances, eh bien, qu'un jour, on trouve des Xbox Series X, les mêmes qu'il y a 6 ans, vendus 799 €. C'est absolument délirant et encore une fois, je vous le dis, les consoles vendues le moins cher possible, c'est le business des fabricants de consoles. C'est la condition sine qua non, plus que dans le PC. Il faut que la console de jeu soit vendue pas cher pour vendre les jeux et faire les marges derrière. Donc il faut en vendre un max le moins cher possible. Donc si un fabricant de consoles ou de machines comme Valve ou comme Microsoft ou comme Sony sont en train d'augmenter spectaculairement leur prix, je peux vous dire que enfin, vous me connaissez, je suis pas un suceur de grands patrons et de grosses boîtes, mais vraiment, ils peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas faire autrement et ils savent très bien qu'ils sont en train d'handicaper leur propre business model en faisant ça et c'est pour ça que même la question se pose: est-ce que le business model des consoles de jeux est encore viable pour la décennie à venir? Puisqu'on était sur des produits qui étaient bradés, qui étaient dumpés. C'était le point d'entrée du business model des consoles. Là, aujourd'hui, elles sont toujours bradées, dumpées, c'est-à-dire qu'en fait, elles coûtent vraiment elles rapportent pas d'argent à leurs constructeurs, mais elles sont à des prix qui font peur à tous les consommateurs. Enfin, je veux dire, une Steam Machine à 1 100 €, une Xbox Series X à 800 €, une PlayStation 5 Pro à 900 €, et la PlayStation 5 Pro, je pense qu'elle va faire les 999 € avant la fin de sa carrière, celle-là. Houhou! C'est fou. Donc la hausse de prix aura lieu, je crois, au mois d'août, normalement. Voilà. À partir du 1er août 2026, il y aura une hausse de prix mondiale et donc des bisous. Moi, j'ai une Xbox Series S depuis toute fin 2020, c'était mon cadeau de départ de Webedia. Je crois qu'elle avait coûté, 279 €. J'utilise toujours. Bon, plutôt comme un Media Center comme console, mais je trouve ça ouais. Ripley qui dit: «J'ai toujours attendu après la sortie pour acheter une console, j'en aurais donc aucune». Ah bah, là franchement, enfin je veux dire c'est terrible parce que acheter une console de jeu maintenant qui coûte 60 plus cher qu'à sa sortie, sachant elle est déjà en train d'entrer plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière, c'est un achat qui est terrible. C'est terrible de dire que tu vas claquer 600-700 balles dans une PlayStation 5 ou une Xbox, sachant qu'en plus, elles sont remplacées dans 2 ans. Enfin, normalement plutôt dans 1 an et demi, mais là, on va plutôt dire dans 2 ans et demi. Te dire que tu as payé 60 en plus peut-être? Oh là là, c'est terrible. C'est terrible, 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 terrible. Curipack qui dit que j'ai déjà accepté l'idée que j'achèterai aucun nouveau matériel dans les 4 prochaines années. Bah, je pense qu'effectivement, c'est notre seul lot de consolation. Encore une fois, vraiment, je me mets avec vous, même si j'ai la position privilégiée de recevoir souvent en prêt des nouvelles technologies. Heu, mais la position qu'on a, c'est qu'effectivement, heureusement que la technologie actuellement, elle est déjà largement suffisante pour nos besoins. C'est-à-dire que les consoles de jeux sont déjà très puissantes, les PC vendus depuis 2-3 ans sont, très puissants, les smartphones aussi. Heureusement qu'en vrai, on s'est déjà habitué au fait que le progrès stagne et qu'en fait, si vous avez acheté un téléphone il y a 3-4 ans ou un PC il y a 3-4 ans, bah, en fait, si vous le gardez 1 ou 2 ans, il y a pas l'excitation d'avoir du nouveau matos, mais en fait, c'est pas plus mal et de toute façon, il y aurait pas eu de flash d'innovation, entre vos mains en rachetant un nouveau téléphone. Donc si tout le monde va se serrer la ceinture à cause de ces connards d'Iabro, j'ai envie de dire, bon, en vrai, pour les gens qui sont déjà équipés, si vous avez déjà un smartphone, une console de jeu ou un ordinateur un peu récent, c'est frustrant, mais vous n'allez pas en souffrir tant que ça. Pour les gens qui voulaient se rééquiper de n'importe quel de ces objets, là, cette année, vous allez vous faire enfler, malheureusement.
Donc après, il faut aller vers l'occasion. Ouais, mais Fahrenheit, quand tu vas vers l'occasion, encore une fois, même sur l'occasion, tu te fais avoir parce que l'occasion, elle coûte moins cher que le neuf, mais l'occasion coûte plus cher que l'occasion d'il y a un an. Donc aujourd'hui, encore une fois, je vous dis, acheter un Mac mini d'occasion aujourd'hui, déjà, bonne chance pour trouver des Mac mini ou des Mac Studio récents en occasion sur le bon coin. Et quand vous allez les payer beaucoup plus cher que c'était le cas il y a 6 mois. Donc c'est ça qui est terrible. Donc oui, l'occasion fera baisser le prix par rapport à acheter en neuf, mais l'occasion, enfin, notre pouvoir d'achat, il a baissé, que ce soit en neuf ou en occasion. Ah. Même moi, j'hésitais, comme je vous l'avais dit, hein, j'hésitais à acheter une PlayStation 5 pour le boulot, pour GTA 5, pour GTA 6 dont on va parler tout à l'heure et le reste. Là, je suis là genre: «Waouh, franchement là, claquer, claquer 500 balles dans une PlayStation, digital only, pour jouer à GTA, j'avoue ça me fait un peu chier». Il Général qui dit: «J'ai un iPhone 14, flemme de changer». Bah, moi, j'ai mon téléphone perso, c'est un iPhone 14 Pro, je le garde, je le garde. Bref. Donc c'est vraiment, 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 vraiment terrible et vraiment, vous voyez tout le monde, les uns après les autres, ils font leurs annonces, quoi. Vraiment, c'est, bon, Microsoft, j'ai moins de pitié pour eux parce que Microsoft, encore une fois, vu toute la merde qu'ils nous ont mis dans la tronche et vu qu'encore une fois, ils sont, pompiers pyromanes, hein. Enfin, ils sont pompiers, non, ils sont victimes pyromanes. Parce que je vous rappelle encore une fois, si la Xbox, elle coûte aussi cher aujourd'hui, c'est aussi, eh bien, à cause du fait que Microsoft est un des plus gros promoteurs et hyperscalers de l'IA au monde. Donc, j'ai envie de dire bien fait pour leur gueule. Mais bon, on a un moment où, Xbox est au bord de l'implosion et l'effondrement. Si en plus, indirectement à cause de la maison mère, ils mettent le dernier clou dans le cercueil, ce sera un peu terrible, quoi. Madin qui dit: «J'ai un iPhone 12, j'en prends un 17 histoire d'en avoir un qui sera maintenu». Ouais, je vous dis, hein, je pense que l'iPhone 17 est peut-être la meilleure offre d'iPhone, des prochaines années. Parce que comme je vous dis encore, l'iPhone 17 coûte le prix d'un iPhone normal, j'ai envie de dire, possède le meilleur suivi logiciel du marché, globalement, en attendant que peut-être que Samsung et Google prouvent qu'ils peuvent tenir pendant 7 ans un téléphone. Là, je vous rappelle que l'iPhone 11 est encore mis à jour, hein, donc voilà. Heu, il y avait encore des bons plans sur des iPhone 17 et 17 Pro qu'on peut trouver, qui vont être inexistants dans quelque temps. Donc oui, l'iPhone 17 est peut-être aujourd'hui l'iPhone le plus intéressant à acheter. Encore une fois, voilà. Mais il y a des très grandes chances que l'iPhone 18 Pro coûte vraiment plus cher, genre 200 € plus cher. Il y a des très, très grandes chances. Donc oui, je fais écho, ben, dingue à ce que je disais à Benjamin, dans le stream de lundi. Si vous voulez acheter un iPhone récent et qui va tenir longtemps, peut-être que l'iPhone 17 et 17 Pro, l'iPhone 17 notamment qui est vraiment excellent, là c'est une super cuvée l'iPhone 17, c'est peut-être le meilleur moment d'acheter un iPhone. Et le Google Pixel, alors le Google Pixel, ben, on attend de voir Bobo Lazzo, mais le Google Pixel, ben, les Pixel 11 vont arriver au mois d'août. Et enfin, après, les Google Pixel, eux, ils ont déjà tellement augmenté de prix que pour moi, c'est plus du tout les meilleurs téléphones que j'avais. Voilà, j'utilise toujours un Pixel en daily aussi, mais pour moi, je vous rappelle que les deux raisons pour lesquelles j'utilise les Google Pixel, c'est à la fois parce que c'est une expérience Android qui est premium et épurée de tout bloatware, de toute surcouche, et surtout parce que c'était un rapport prix-performance qui était absolument génial. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je vous rappelle que les Pixels, ils ont déjà pris 20-30% sur les deux dernières générations. Et donc aujourd'hui, vous avez un téléphone qui a des performances, je parle juste de performance milieu de gamme pour le prix d'un téléphone haut de gamme. Bon, ça commence à faire cher le fait d'avoir un Android épuré de toute surcouche ou de tout bloatware de chez Samsung. Voilà, donc même le Pixel, je trouve que c'est plus une bonne affaire comme avant. Ça reste une option intéressante, mais c'est plus la meilleure option Android que je vous aurais conseillé il y a 2 ans. Là, je crois que le Pixel 9 et le Pixel 10 ont pris genre, enfin le Pixel 9 il a pris genre 200 balles. C'était absolument débile. Et là, c'était pas à cause de l'IA, hein. Donc, donc, heu, donc le Pixel, j'ai plus de mal à conseiller aujourd'hui, qu'auparavant. Wilson qui promo Amazon du 17 Pro Max à 1 300 le de 1 479 €, je trouve que c'est pas ouf. Ah bah, de toute façon là, vu les annonces qui ont été faites, je pense que c'est toujours pareil, loi de l'offre et de la demande, c'est que les gens vont se jeter sur les derniers trucs au prix normal de chez Apple, et c'est-à-dire qu'en tant que revendeur, bah, tu peux te faire plus de marge à faire des soldes moins agressifs parce que tu sais que tu vas la vendre. Donc, voilà, de la même manière que là, les derniers revendeurs qui avaient encore des Mac mini ou des Mac Studio ou des MacBook Air et des MacBook Neo à prix normal, t'inquiète qu'ils vont pas te faire des réductions dessus parce que maintenant, à prix normal, c'est un bon plan. Donc, bref. Il y a plus de méga bonnes affaires comme auparavant. Je vous dis juste que l'iPhone 7 Pro, on peut encore trouver quelques réducs
et il coûte le prix d'un iPhone depuis 10 ans. L'iPhone 18, ce sera très certainement pas le cas. Donc, voilà. Bref. On attendra de voir évidemment au mois de juillet les annonces de Samsung sur leurs téléphones pliants. Est-ce que les prix vont augmenter aussi? Et le mois d'août pour Pixel, pour le prix des Google Watch, des Pixel Watch et des Pixel Phone. Et on verra aussi combien ça va coûter. Mais j'ai, je pense très fortement que les Pixel 11 vont coûter plus cher que les Pixel 10. À voir. Sachant que le Pixel 10A, il avait stabilisé le prix par rapport au Pixel 9A, si je n'abuse, si j'ai bonne mémoire. À voir. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de téléphone réellement considéré comme un flagship killer ces dernières années d'IRM 84 ans. Oui, c'est ce que je vous avais dit, c'est que maintenant, les constructeurs Android ont besoin de faire de la marge et juste de gagner de l'argent. Donc je vous rappelle que faire un flagship killer, c'est littéralement faire un téléphone sur lequel tu ne marges pas. Donc c'est quelque chose qui n'est quasiment plus possible aujourd'hui. Mogland qui dit: c'est quoi mes conseils si tu n'es plus sur le Pixel? Je pense que les Google Pixel restent des bons téléphones, c'est juste qu'ils coûtent trop cher pour ce que c'est aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas. Avant, c'était un super rapport performance-prix. Aujourd'hui, c'est un mauvais rapport performance-prix. Mais il y a souvent des promos sur les Google Pixel parce que ce sont des téléphones qui ne sont pas aussi populaires et courus que des Galaxy ou même des Redmi ou des iPhones. Donc, on peut trouver des bons plans sur les Pixels. Mais vu le peu de changements hardware qu'il y a eu entre les Pixels 7, 8, 9 et 10 ces dernières années par rapport au Tarot qui a fait plus 30-35%, évidemment, les Pixels sont de moins en moins intéressants pour moi à vous recommander. Ça reste des bons téléphones. C'est juste que c'est moins intéressant qu'avant, où le Pixel 6 et 7, c'était le top. Vraiment, c'est le top du top de Google en termes de rapport performance-prix. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais ce ne sont pas des téléphones très populaires, donc il y a des potentialités de bons plans dessus, sachant en plus que Google est souvent plus agressif qu'Apple sur les bons plans, un peu comme Samsung. Et donc voilà. Et sachant qu'il va y avoir aussi, je vous le rappelle, hein, les nouveaux pixels en août. Donc vous aurez très certainement des pixels ici 10, voire 9 à des prix slashés. Mais évidemment, donner une priorité aux Google Pixels qui sont garantis 7 ans. Donc le Pixel 10 est garanti 7 ans. Je crois que le Pixel 9 était aussi garanti 7 ans. Mais par exemple, le Pixel 8, il n'y a pas 7 ans de mise à jour. Eugene Nara qui dit: est-ce que, pardon, je pense que la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Pro vont prendre une nouvelle augmentation? C'est très possible. Très possible, notamment parce que vous voyez que plus vous avez de la mémoire vive et plus vous avez du stockage et plus vous êtes impacté par les hausses de prix. Et la PlayStation 5 Pro étant une console avec beaucoup de stockage, il y a des grandes chances qu'elle soit réimpactée. C'est aussi pour ça que je pense Xbox a retiré la Xbox Series X 2 Teraoctets. Parce que je pense que vu le prix des stockages notamment des 2 Teraoctets, je pense qu'on aurait eu une Xbox Series X littéralement à 999 $, ce qui aurait été d'un point de vue image de marque par rapport au volume de vente. Encore une fois, les Xbox Series X 2 Teraoctets, c'est ridicule en termes de vente. Je pense que ça aurait été très mauvais pour Xbox. Donc, je pense qu'ils ont eu raison de dire bon, on va juste la retirer du catalogue parce qu'en fait, c'est débile de la garder au catalogue vu ce qu'elle nous coûte ou vu combien on va la vendre pour le nombre qu'on va vendre. Je descends aussi dans le chat pour rattraper un peu tout ce que vous dites parce que vous êtes très actifs aujourd'hui. Et merci à vous, encore une fois. Kukilut dit RIP l'iPhone 17R à 850 € chez Carrefour. C'est plutôt une bonne affaire. Hein. J'ai vu des S25 d'occasion à 400 € nu. Encore une fois, si vous achetez des trucs plus anciens en occasion, il y a des plus grands deltas potentiels de prix et des potentialités de bonnes affaires. Je vais rester sur des trucs, on va dire, plus stables pour moi qui sont des prix du neuf. Voilà. Donnez-moi 2 petites secondes. J'arrive tout de suite. Je fais une micro-pause. J'arrive. Hop, de retour les gens. Donnez-moi 2 petites secondes. C'était de l'organisation familiale. Hop, donnez-moi 2 secondes. Je vais noter cette petite pause de quelques secondes qui était à 16h36. C'est très bien, l'ami. À 16h36, on note pour le montage YouTube, bien sûr, qui est toujours mieux à chaque fois. Hi. Donc voilà, j'essaie de naviguer au mieux et de vous guider dans cette immense instabilité qu'on est en train de vivre. Mais vraiment, c'est ce que je vous dis depuis des mois et des mois. On rentre dans une année, enfin 2025, 2026, 2027, c'est vraiment une période qui est terrible. C'est une période qui est terrible. Que vous soyez client ou que vous bossiez dans tous ces secteurs, c'est vraiment terrible, terrible. Et ça va durer un bout de temps. Et encore une fois, ça, c'est sur les événements qu'on connaît, les gens. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qu'on ne connaît pas. Et je pense qu'on a rarement vécu dans une situation, notamment géopolitique, aussi instable qu'aujourd'hui.
Et quand je parle de situation géopolitique instable, je parle de situation géopolitique qui nous touche directement, nous occidentaux. Donc ça, c'est aussi une grande nouveauté. Voilà. Donc Sarkatsuki, j'ai acheté mon premier EDC en partie grâce à toi pour le sling bag. Même le monde des sacs à dos, il a explosé ces derniers temps en termes de coûts, parce que les matières premières, les importations, les guerres commerciales font que qu'acheter un sac à dos maintenant par rapport à avant, ça coûte beaucoup plus cher pour le même produit. Comme quoi, voilà. Farana qui dit: est-ce que je pourrais avoir un sondage pour voir qui achète d'occasion sa tech dans le chat? Je peux, avec grand plaisir, mais il faut bien orienter ce sondage. On va dire que, on va dire en majoritairement, parce qu'évidemment, si vous faites une fois, c'est compliqué. Donc, on va dire, j'achète ma tech majoritairement en neuf ou en occasion. Je le mets ici. Hop. Le terme technique, c'est bien cela, c'est une période bien merdique. Ah ouais, c'est. Souvent qui dit mon sac The North Face a doublé de prix, je suis dégoûté. Ah, moi, j'ai acheté des sacs à dos aujourd'hui, je vois le prix des sacs à dos que j'ai acheté, c'est juste fou, quoi. Athème qui dit c'est quoi le clin d'œil de ton écran de veille? C'est premier degré? Ouais, non, c'est un OPSP que je faisais enfin, un OPSP, c'était une OP bénévole que je faisais de secours populaire et je continue à faire. Comme quoi, tu as vu le nom secours populaire, comme quoi c'est le but du jeu, c'est de continuer à attirer l'attention sur leur action, voilà. Les synthés, ça compte comme de la tech. Bah, de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup de Groovebox, hein. Regardez les gens qui achètent aujourd'hui des Groovebox, que ce soit des MPC, des trucs de chez Teenage Engineering, tout ce qui a un processeur de la meilleure vie, un stockage, bah, ça augmente, hein. Ça augmente. Allez-y dans le chat, envoyez vos réponses dans mon petit sondage. Voilà. Ouais, je sais que vous avez des comportements plus complexes qu'un truc à deux choix, mais bon, bon, on peut pas couvrir tous les usages et les comportements. Est-ce que les voitures augmentent aussi, dit Willis London? Alors les voitures, c'est compliqué. Les voitures, c'est en fait avec l'électrique, ça a un peu changé les fourchettes de prix, mais notamment les voitures électriques, c'est quelque chose qui a beaucoup fluctué ces dernières années, hein, notamment, enfin, chez Tesla. Pendant longtemps, on a pu voir des modèles 3, des modèles Y qui, selon certaines conjonctures, pouvaient gagner ou perdre plusieurs milliers d'euros. C'était assez impressionnant. Après, il y a occasion, perso, dès que je vois un produit seconde main sur Amazon, je saute dessus sans hésiter. Ouais. Vous êtes encore 90% à acheter en neuf majoritairement. Real Mad Duck, elle me demande si j'ai un conseil pour un sac crossbody un peu élégant, genre soirée cocktail. Ouais, Grams 28. Donc 28 grammes, tu peux chercher sur Google. Côté ciel. Bellroy, certains produits Bellroy. Et c'était quoi le dernier que j'avais en tête? Benoît Foundry. Voilà, je te donne le nom. Je m'étalerai pas plus dessus parce que c'est pas le sujet, mais voilà. Surtout, on évite d'acheter du GPIF. Ouais. Ouais, bah, les gens achètent moins. Moi, je suis assez fier de moi parce que je sais que je consomme moins qu'avant. Donc là, aujourd'hui, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai acheté un t-shirt, mais c'est pour soutenir une librairie que j'aime bien. Donc ces derniers temps, j'achète pas mal de merchandising de petits commerces dans mon quartier ou de commerces dont je soutiens un peu l'approche. Donc là, il y a une librairie que j'aime bien. J'ai acheté leur t-shirt. Mais sinon, j'ai pas acheté de t-shirt d'une grande marque neuf depuis 3 ans, 2 ans maintenant, je pense. Euh, et dans la mode, je consomme beaucoup moins qu'avant, alors que je m'y intéresse toujours autant. Et j'essaie de consommer quasiment qu'en occasion là-dessus, sauf quand je trouve pas. Et aussi les chaussures. Les chaussures, c'est un peu plus compliqué, quoi. Alors, on va terminer avec Microsoft et la partie tech. Et après, on va faire la petite mi-temps avec mon partenaire et avec les pompes. Et ensuite, on va faire le gaming. Et évidemment, on va pouvoir parler de GTA 6. Mais une bonne nouvelle de la part de Microsoft. Microsoft, Windows, je vous rappelle, nous sommes évidemment dans l'opération rédemption à l'arrache. Microsoft qui évidemment a brûlé tous les ponts derrière eux avec Windows ces dernières années et qui évidemment ont fait le plus gros camouflet de l'histoire pour 400 millions de PC en arrêtant de supporter Windows 10 en octobre 2025 pour forcer les gens à passer à Windows 11 que tout le monde déteste. Mais surtout, encore une fois, beaucoup d'ordinateurs complètement capables et puissants
sont pas compatibles avec les fiches, le cahier technique et notamment le cahier de sécurité de Windows 11. Et c'est pour ça que beaucoup de médias, dont moi, mais aussi des associations et des politiques, ont dénoncé eh bien, peut-être la plus grosse opération de e-waste de l'histoire. On parle aujourd'hui de 400 millions de PC encore en circulation et actifs qui ne sont pas compatibles avec Windows 11 et qui se retrouveraient évidemment dans une situation de vulnérabilité, notamment sur la sécurité, puisque Microsoft avait annoncé qu'ils arrêtaient le support et les mises à jour de Windows 10 à partir d'octobre 2025. Avec la grogne, on avait poussé à octobre 2027 et avec la grogne qui est toujours là, eh bien, nous avons Youssouf Mehdi, donc le Executive Vice President Consumer Chief Marketing Officer, bref, un ponte, qui vient d'annoncer que finalement, on allait prolonger encore une fois eh bien, les mises à jour de sécurité de Windows 10 jusqu'à octobre 2027. Voilà, les mecs, non mais vraiment, j'en peux plus quoi. En train de revenir en arrière à chaque fois et de ramer un peu. Juste parce qu'ils voulaient forcer tout le monde à aller sur leur putain de Windows 11 à base de Copilot et autres saloperies. Je vous rappelle que Microsoft est en opération reséduction ou rattrapage autour de Windows, hein, vraiment qui a un niveau de désaveu assez historique, hein. Je pense qu'il faut remonter à Windows Vista pour avoir un tel désaveu, mais là on est vraiment à une autre dimension, encore une fois, avec cette histoire de TPM et autres fonctionnalités qui font que des PC se retrouvent littéralement en obsolescence forcée par Microsoft. Et donc nous avons eh bien, une nouvelle, comment dire, une nouvelle date. Et peut-être que pendant 10 ans, ils vont passer leur temps à nous redonner un an, hein. Je ne sais pas. Tout est possible. Tout est possible.